c'est que, et là, pour moi, c'est un choc. C'est pas l'abstention massive, parce qu'on est toujours depuis au moins 15 ou 20 ans, le peuple algérien ne cesse de déserter les bureaux électoraux et les élections du régime. Et on est sur une courbe, sur le plan de l'abstention ou du boycott, on est sur une courbe ascendante qui est visible depuis 20 ans. Descendante plutôt. Non, ascendante en termes de boycott. Oui. Ah bon, En termes de boycott, pas en termes de participation, elle est descendante. Mal compris. Oui, ça peut être mal compris, absolument. Mais c'est la première fois que toutes les casernes, je dis bien toutes les casernes, si ce n'est pas une majorité absolue, l'information que j'ai eue, c'est qu'il n'y a pas une caserne qui a fait exception. Toutes les casernes de l'ANP ont voté non. Non et nul. Voilà, et nul. Mais nul, c'est des voix qui ne sont pas comptées. Mais quand on compte les voix qui sont exprimées, le oui ou le non l'emporte partout. Oui. Et là c'est dangereux. Premièrement, c'est un désaveu de la part de l'armée, la base de l'armée et les corps intermédiaires, les officiers intermédiaires et les djounoud par rapport à leur direction, par rapport à leur commandement, qui a émis des ordres et des instructions aux djounoud et aux militaires de voter oui. Et la deuxième chose, c'est que c'est la première fois qu'on observe une telle fracture au sein de l'armée sur la chose politique. Là, c'est dangereux. C'est qu'avant, le régime menait la société vers la division. Là, il est en train de mener l'armée vers la division. Et le comble, c'est que ça a été rapporté par le journal de Sommar Algérie Part, qui dispose d'informations confidentielles. Je pense, oui, il doit avoir ses sources. Bien sûr. Voilà, en tout cas, lui a affirmé, et il n'a pas été démenti, que le haut commandement a convoqué une réunion d'exception sur ce problème. C'est pour ça que... Et il nous a été rapporté par ailleurs qu'il y a quelques semaines, une grosse enquête avait été diligentée au sein de l'armée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé à l'intérieur des casernes, je crois dans les toilettes, je ne sais pas quoi, des slogans hirakistes. À l'intérieur des casernes. Ouais, et ça a semé la panique. Parce qu'ils se disent, si demain il y a une explosion populaire, les troupes risquent de rallier surtout que la population. Les troupes n'ont pas envie d'aller à l'étranger pour mourir. Pour rebondir sur ce qu'a dit Yahya, moi je ne rentrais pas dans ce discours de l'armée, la rupture du commandement. Ils ont instruit leurs djounoud d'aller voter. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est d'analyser politiquement. On ne peut pas absolument être dans un discours politique en imputant à l'institution militaire l'ensemble de tous les problèmes. L'état-major nous pose problème. Il faut faire le distinguo entre l'état-major et l'institution. Oui, c'est le maître du régime. Il peut instruire. C'est le maître du pays. Oui, mais donc forcément, tout ce qui est... Je parle de la dynamique de raisonnement. Oui. On ne va pas dire à un troufion appelé ou active, caporal, etc., il faut voter, il faut voter. Ils peuvent le dire, ce n'est pas là le souci. Mais l'essentiel n'est pas là. Le désaveu, on doit d'abord l'analyser politiquement. Moi, je ne l'analyse pas à travers une institution. Pour moi, ça marque un désaveu pour l'état-major. L'institution qui doit porter la responsabilité de l'échec, c'est même pas M. Tebboune. Rappelez-vous de sa réflexion lors d'une interview qu'il a donnée, où il a dit et exprimé que même si cette constitution ne passait pas, je travaillerai sous l'ancienne. Donc ça, c'est acté. Or, l'état-major a, dans la nouvelle mouture de la constitution qui a été validée, on va parler après de la promulgation, comment, dans quelles conditions, il y a deux articles. C'est justement la projection de nos forces armées vers l'extérieur et l'article 30, je pense, qui donne de jurer par le droit à l'armée de s'impliquer dans la vie à la fois économique, politique et financière. Quand dans ce même article, encore une fois, je radote, je m'excuse auprès des téléspectateurs, il dit l'armée veille aux intérêts vitaux et stratégiques. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de valider cette constitution à travers ces deux articles. Parce que l'armée a toujours géré les crises, mais elle n'a pas géré la crise de l'APN. Elle laisse les appareils gérer. Non, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Par contre, l'état-major prend l'entière responsabilité de cet échec. C'est un désaveu populaire. Malgré tous les moyens qu'ont mis l'État, donc l'argent du contribuable, pour ameuter les clientèles, les associations fictives, certains arches dans l'intérieur des terres, à l'intérieur les zaouïas, les relais sociaux, pour arriver à ce chiffre-là. Moi, je pense que la question que vous avez, si vous permettez, monsieur Benchenouf, la question que vous avez évoquée lors de votre édito est d'une pertinence absolue. À quoi sert la déclamation de ces chiffres, à quoi cela correspond? Alors qu'ils auraient pu opter pour 40, comme 50, arriver à... Le problème, c'est qu'il y a le Hirak qui est passé par là.
Oui. Et même les administrateurs au sein des wilayas, tout le monde a peur. Que ce soit au niveau Non, des mais wilayas. je vous arrête, je me permets, hein, je vous Fadel. laisse reprendre. Fadel. Les présidentielles du 12-12, c'était en plein Hirak. Oui, mais- Pourtant, tout le monde sait que les vrais chiffres des présidentielles d'accord. étaient d'à peu près 9%. Oui, Ça oui, ne les a pas empêchés de les monter à 40%. D'accord. Pourquoi ne l'ont-ils mais pas même fait le cette taux de fois-ci? participation réel, je ne parle pas du fictif, du réel, était plus important lors du 12-12 que hier, lors du référendum pour la C'est Constitution. à peu près le même, 9% à peu près. À peu près. Bon. On avait annoncé le chiffre de 9%, je voilà. confirme. Donc, ils sont dans une impasse. Même leurs propres relais au sein de l'administration, au sein des entreprises publiques et puis au sein des casernes ne fonctionnent plus avec la même fluidité que fonctionnait avant. Et on voit que maintenant, si les casernes osent dire non à leur commandement... Excuse-moi, Yahya, quand tu dis la fluidité, tu veux parler d'autorité. D'autorité, Non, bien oui, sûr. c'est voilà, c'est pour mieux Quand comprendre. l'ordre sort de Tagara, il est tout de suite exécuté à Adrar et à Ingzem, voilà, à la minute près. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Parce que les administrateurs et même les chefs militaires et civils ont peur. Parce qu'il y a beaucoup de leurs copains et de leurs ex-collègues qui se trouvent aujourd'hui en prison, faisant partie de l'ancien régime, soi-disant. Maintenant, il y a la responsabilité de l'état-major, parce que hier, on nous a présenté Shengriha en train de voter. Et c'est peut-être la première ou la deuxième fois qu'on voit ça à la télévision. Il n'y a aucun pays au monde qui se respecte. Qui envoie son chef d'état-major. Voilà, par la presse, le vote du chef d'état-major. Mais il y a aussi la responsabilité, elle n'est pas que celle de l'état-major, il y a aussi la responsabilité de la police politique, ce que j'appelle l'état profond ou le DRS, qui est en force, qui manipule les médias, qui manipule les partis politiques, parce que ce n'est pas l'état-major qui manipule les partis. Vous m'amenez justement à vous poser une question en particulier que je vous avais préparée, dont vient de parler Edir. Est-ce que ce sont les mêmes qui ont lancé cette opération référendum pour le 1er novembre, qui ont choisi cette date très symbolique, quitte à se casser la gueule, pardon pour le terme, qui nous ont donné le chiffre? Est-ce que ce sont les mêmes qui ont lancé l'opération, à travers lesquels on a vu un Tebboune très engagé et surtout un chef d'état-major qui s'est trop exposé à faire une véritable campagne électorale pour venir ensuite nous donner un tel chiffre? Nous qui savons comment il manipule les chiffres. Il y a des tiraillements à l'intérieur et c'est visible. Donc est-ce que d'après vous, ce n'est pas M. Shengriha qui a donné le feu vert pour ces chiffres? Ils sont dans l'obligation de faire des concessions à l'intérieur. Il y a des tiraillements en termes de constitution, parce que c'est visible qu'il y a une bonne partie de l'armée qui ne veut pas de cette constitution, qui l'engagerait dans le futur proche, dans des opérations extérieures dont ils ne veulent pas. Et ils ont raison. Et qui auraient profité de cette aubaine pour, même s'ils ont multiplié le chiffre par 3, pour donner un chiffre aussi bas, pour mettre mal à l'aise un Shengriha? Il y a une police politique qui sait que la société bouillonne, que la situation économique et sociale, elle est au bord du chaos. Et qui sait très bien qu'avec la loi de finances 2021, qui va apporter des augmentations en termes de TVA, de prix du gasoil et de l'essence, que la société civile ne pourra plus supporter. Et cette peur-là, que la situation dégénère d'ici la fin de l'année, pousse des gens à crier haut et fort ce qu'ils pensent à l'intérieur du régime. Le commandement doit faire des concessions. Même s'ils avaient la volonté de communiquer autour de 35 ou de 40% de taux de participation, il faut une concession pareille pour dire, voilà, c'est oui, mais c'est 23%. Par contre, mais ça ne règle pas le problème. Quand vous avez toute une population, avec leurs chiffres, 84% de la population, ou 83%, avec les noms, qui est contre cette constitution, vous ne pouvez pas bâtir une république avec une majorité absolue de la population qui est contre vous. Ce n'est pas possible. Ce que je voulais dire, parce que c'est un débat intéressant, quand il dit qu'une partie de l'état-major ne voudrait pas de l'article qui pourrait... Non, pas une partie de l'état-major, une partie de l'armée. Une partie de l'armée, c'est les corps intermédiaires, voilà. Je parle des corps intermédiaires. Voilà, qui pourrait ne pas souscrire à l'idée de projeter nos forces à l'extérieur. Je suis au regret de te dire, mon cher ami Yahya, que c'est en deçà de tout ce que votre mouvement dit et que beaucoup de démocrates disent, dans le FFS, le RCD, la subordination du pouvoir civil au militaire. Le militaire doit obéir aux politiques. Donc la crise interne, en théorie, et il faut bien à un moment donné qu'on clarifie les choses, c'est quoi la subordination du militaire aux politiques? C'est pour ça que je me dis, là il y a une petite faille dans les éléments que propose donc Yahya.
parallèlement à ça... J'ai pas compris la fin. Non, c'est-à-dire quand tu dis qu'une partie de l'armée, c'est-à-dire de tous les corps d'armée, les sous-officiers, je ne pense pas qu'ils... les officiers, te disent on est contre l'article. On est contre l'article. Ce qui les engage personnellement. Non, ça les engage. Ça engage l'institution militaire. Dans ce cas-là, ils ne font pas l'armée. Ces militaires-là dont tu parles doivent faire obligation d'obéir au pouvoir politique. Donc c'est là où je te dis qu'à partir du moment où nous exigeons la subordination du pouvoir militaire au pouvoir politique, le militaire, il exécute ce que dit le pouvoir politique. Mais ils ne sont pas dans une dynamique de légitimité. Ils sont dans une dynamique de rapport de force. Mais attends, on est d'accord. Même les militaires, quand ils sont engagés dans cette armée, les militaires qui sont là aujourd'hui, au moment de la signature de leur contrat, l'article constitutionnel qui prévoit leur envoi à l'extérieur du pays n'existait pas. Oui, on est donc c'est même en termes d'emploi, si on raisonne en droit social, c'est une nouveauté plutôt dans leur fonction qui n'existait pas dans leur contrat de travail. On peut demander à la limite, à un moment déréglementé, ceux qui ne sont pas d'accord, ils sortent de l'armée, point final. Mais ça, c'est pour le point de vue. Non, mais sur le plan politique, oui, bien sûr. Oui, évidemment, voilà, c'est ça. Mais si vous permettez. Allez-y, comme ça je ne vais pas couper. Ce que je voulais dire en plus, Yahya a parlé de Chengriha et vous aussi, monsieur Betchounouf. Je suis entièrement d'accord. Quand un chef d'état-major dont la mission n'est pas d'adouber le président de la République ni sa politique, il n'a même pas à la commenter, à l'encenser ou la disqualifier, a fait, comme vous l'avez dit, s'est fait le porte-voix du régime pour amener la population algérienne, le peuple algérien à aller voter. C'est une violation de la nouvelle constitution et de l'ancienne à la fois. Alors moi, la précision que je voulais avoir de votre part, du moins une tentative de lecture, c'est que peut-être que je me suis mal exprimé. Alors, M. Tebboune, qui est la partie visible du régime, mais qui n'en est pas la partie qui décide. Décidante. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne décide de rien, M. Tebboune. Donc, lui et ceux qui étaient derrière lui, c'est-à-dire les vrais tenants du pouvoir, l'état-major notamment, dont on sait qu'il y a des tiraillements sans sein, ont décidé d'aller vers cette dynamique de référendum du 1er novembre. Ils ont même capté cette date emblématique, etc. Beaucoup de gens disent pourquoi. Pour deux raisons. La première est de pouvoir faire sortir l'armée de façon constituante, en faire un gendarme du Sahel. Et c'est pour ça que la plupart des militaires qui ont voté non, parce qu'ils ne veulent pas aller jouer au casse-pipe pour les autres. Et la deuxième, c'était un peu pour occulter la bérésina du 12-12, des présidentielles, un taux de participation dans les bureaux de vote absolument catastrophique. Ils voulaient le compenser par cette fois-ci en mettant tous les moyens pour mobiliser autour de pour mobiliser, pour faire venir des gens dans les bureaux de vote. Mais ce qu'ils n'ont pas compris. Laissez-moi juste. Alors, ils voulaient avoir beaucoup de gens dans les bureaux. Ce sont les deux raisons principales. D'abord, légitimer donc le 12-12 par le 1er novembre, où on aurait vu des millions de gens dans les bureaux de vote, ceux qui n'ont pas obtenu, et permettre à l'armée de sortir de façon constitutionnelle, même si rien ne lui interdit par ailleurs. Or, ceux qui ont lancé cette dynamique, dont M. Chengriha était l'un des têtes de file. Absolument. L'une des têtes de file. Et qui s'est particulièrement exposé en faisant une véritable campagne électorale. Plus d'une vingtaine de discours, de sorties. Il a plus parlé que Tebboune. Que Tebboune. Absolument. Alors, moi, je vois très mal, connaissant les méthodes, les codes de ce régime, je vois très mal ceux qui ont lancé cette dynamique venir se désavouer publiquement en communiquant un tel chiffre qui est de toutes les façons gonflé, alors qu'ils auraient pu le gonfler à 40, à 45, à 33, à 35. Pourquoi ont-ils voulu le laisser à 23 ? Est-ce que c'est pour préparer Kabch el-Eid qu'ils vont nous sacrifier ? Ça, c'est une analyse de ma part. Oui. Là, je pense que M. Chengriha, plus il s'expose aux médias, plus il s'expose au placard. Vous savez, c'est pour ça que j'ai parlé de la police politique et du DRS. La méthode du DRS, de Toufik et de ses enfants, c'est que interdire au peuple algérien le droit de s'autodéterminer politiquement, amener un chef de l'État, entre parenthèses, légitime ou pas, al-Moradiyya, puis dégager l'état-major. Et ça a toujours été comme ça. On est dans l'éternel conflit entre services de sécurité et état-major. Dès qu'on n'a plus besoin de l'intervention de l'état-major dans le politique, ou pour faire peur, ou pour faire sortir l'armée dans les rues,
on essaie de le neutraliser et de faire du chef de l'État notre propre marionnette. C'est ce qu'ils ont fait avec Chadli, avec le colonel à l'époque qui était Toufiq El Belkhair en 90. Ils sont en train de le refaire aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à la présidence, on a un colonel qui s'appelle, plutôt un général, Hajj Redouane, qui était pendant 15 ou 17 ans chef de cabinet de Toufiq, qui est principal conseiller à la sécurité nationale de Tebboune à la présidence. Et on a aussi le colonel Shafiq Msbah, qui a son propre bureau à la présidence de la République. Donc, ces deux officiers-là viennent des services. C'est les poulains de Toufiq. Toufiq et ses amis ont toujours voulu et fait que l'état-major fasse peur au peuple pour dire que si vous bougez, l'armée sort dans les rues. Mais dès qu'on met un chef de l'État à la présidence, on veut neutraliser le rôle politique de l'état-major pour que les services deviennent seuls maîtres à bord. Il paraît que Shafiq Msbah en gonflerait beaucoup son véritable poids. Non, je n'y crois qu'il pas. ne représente pas aussi tellement cet état profond qu'on le dit. Il y aurait, qu'il y aurait des gens autrement plus étoffés que lui. Je vais vous dire pourquoi Makashmina. Parce que personnellement, j'ai assisté à une de ses conférences en 2012 à la Sorbonne, où il disait qu'il ne fallait pas, que la politique d'éradication n'a ramené à rien. On a tué, c'est pas lui, c'est qu'on a amené le pays dans une guerre civile où il y a eu 200 000 morts. On en a marre de l'éradication, il l'a dit, j'étais là. Donc quand on voit un officier, un ex-officier pareil, dire des choses pareilles, qui sont parfois même intelligentes et même intéressantes sur le plan politique, accepter de revenir au poste et à la présidence de la République et cautionner un régime pareil, qui fait tout le contraire de ce qu'il disait quand il était en dehors du pouvoir, c'est que pour moi, il y a une complicité. Si on n'est pas convaincu, on démissionne. Si on se prétend intellectuel, oui, mais il n'aurait pas cette importance que lui donnent les gens. C'est la boîte noire. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gens qui réfléchissent comme Shafiq Msbah et certains ex-ministres que je nommerai pas. Idée. Moi, c'est-à-dire que je suis stupéfait par le fait qu'on ramène tout. C'est vrai que la police politique a été... Elle a œuvré pour nous amener là où nous en sommes aujourd'hui. Elle œuvre toujours, c'est pas du passé, c'est du présent. On parle du présent, monsieur Huden. Oui. J'entends ce que tu dis, il n'y a aucun souci. On en avait parlé il y a plus de 2 mois et demi, où j'avais dit moi-même que c'est le système Toufiq qui est en train de se remettre en place. Wow. Toufiq est un homme. Vous aviez même dit les Toufiq Boys sont Toufiq. Voilà, c'est exactement ça. Là, on est d'accord. Par contre, si on doit parler de Shafiq Msbah, éradication, pas éradication, qu'on fait des similitudes entre ce qui s'est passé en 90 et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le même contexte. En 90, c'est les mêmes acteurs. Non, c'est les mêmes acteurs. C'est pas tout à fait les mêmes acteurs. Non, c'est pas. Non, excusez-moi. Non. Pas au même stade d'importance. Moi, je suis pas. Oui, mais Chengueriha n'était pas comme Nazar. Il était pas comme opérationnel. Ammar, il n'était pas comme Saïd, pas comme Toufiq. Tebboune était ministre. Oui, mais non. Tebboune était Walid Tizi Ouzou, ministre délégué aux collectivités locales. Chengueriha était dans le secteur opérationnel de Bouira. En termes d'importance par rapport aux gens vieillistes, il ne faisait rien. On peut me laisser... Allez-y. Oui, bien sûr. Quand il dit c'est les mêmes acteurs, en élément constitutif, moi je ne suis pas d'accord. Dans quel sens? C'est comme 1991, 1992, contre la crise. L'armée était l'élément constitutif de la crise. Là, on peut être d'accord. Il a agrégé autour de l'armée certains partis démocrates qui ont donné le CNSA, Abdelhamid, etc. Et il y avait en face les militants du FIS et la création, etc. L'armée, à cette époque-là, vous avez cité quelques noms, on peut en citer d'autres, était l'élément fondamental de la crise. Or, aujourd'hui, à quoi on assiste? Moi, quand j'entends généraux sécuritaires, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Si ça veut dire police politique, mais il faudrait qu'on, par exemple, dans le concept de généraux sécuritaires, Yahya et ses camarades nous expliquent le contenu, qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons eu des crises ici au niveau des diasporas, éradicateurs, pas éradicateurs, double rupture, pas double rupture, etc. Mais on n'est plus dans le même contexte, c'est plus les mêmes citoyens. Là, actuellement, c'est des jeunes qui vont prendre le relais dans le cadre de la politique, et on n'a plus... L'armée, elle est en train de jouer la division à ce niveau-là, la police politique, mais l'armée, elle ne fait pas partie de l'équation aujourd'hui, sauf dans la manipulation. Elle va être l'arbitre.
Et c'est là où est la différence, Yahya. C'est-à-dire qu'en je suis pas 90... Ah non, mais il n'y a pas de souci. Moi, quand je vous entends... Pendant une année, et il décidait de Non, tout. on parlait de 92 il a même et convoqué, non, je parle de maintenant, 2019-2020. Développe alors. Donc il a même convoqué le corps électoral pour le 12 décembre. Il a même installé un président. Voilà, et vous me dites que l'armée n'est pas dans l'équation. Ah non, on parlait d'éradication, j'ai rebondi sur ce que tu as dit de l'époque. Alors, je parle de maintenant, de la politique. Dans ce cas-là, je te rejoins. Alors, à partir du moment où l'un et l'autre, vous nous amenez sur ce terrain, après on va revenir sur le boycott, parce qu'il faut en parler. Oui, tout à fait. Moi, je suis un peu... J'avoue, je vais utiliser un mot un peu fort. Je suis stupéfait d'écouter, d'entendre des analystes de votre niveau nous parler de l'armée, des services secrets, de l'État profond, des politiciens, des partis, comme si nous étions dans un État à peu près normal, où l'armée, même si elle s'immisce, mais elle fait quand même de la politique. Les services secrets, c'est une question de rapport de force entre... Moi, ce que je sais... Je vais vous répondre. Et je vais vous donner la parole. Moi, ce que je sais, c'est que nous sommes dans un système mafiocrate, qui a été pris en otage par une junte militaire, qui a pris en otage elle-même toute l'armée, à côté d'elle ou sorti d'elle des services secrets dits l'État profond, qui est une pierre tentaculaire qui va au plus long possible et qui a couvert la corruption comme personne d'autre et dont on nous raconte aujourd'hui que sans elle, la corruption a pu proliférer, prospérer. Et je suis en train de voir que les uns et les autres, avec ce pouvoir de façade qu'ils ont installé, M. Tebboune en l'occurrence, ont capté, ont volé, ont souillé, ont profané une date emblématique de l'histoire algérienne pour essayer de nous fourguer autre chose. Et ça ne leur réussit pas. Et c'est là le côté majeur, pour parler du boycott. Et nous sommes en train de nous abîmer dans dans des équations infinies sur la qualité des uns et des autres. Mais je vais vous dire pourquoi. Qui sont tout à fait erronées. L'armée, c'est une junte qui a pris le pouvoir. Totalement le pouvoir. Il y a un problème. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec mon ami Idir, qui dit qu'on n'est pas dans le même peuple, ce n'est pas les mêmes acteurs. Non, le contexte. La société, je suis d'accord avec. C'est qu'en 92, allez, c'est nous le 92, et je ne le fais pas exprès, c'est que le conflit politique ou la confrontation politique qui a commencé en 92, on ne l'a pas encore terminé. Bien sûr. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gens-là et leurs chefs de l'époque et certains politiciens aujourd'hui qui sont encore présents nous ont vendu en 92 la sauvegarde de la République. C'est-à-dire qu'on nous a vendu l'intervention militaire dans le champ politique pour sauver la République. Or, en 2020, on a tout sauf une République. Moi, j'ai entendu quelques camarades en Algérie, dans certains web radios il y a de la semaine, disent « Oui, mais c'est un ministre de la République. » De quelle République vous parlez? Voilà, je me demande, exactement. Très bien. Je l'ai répondu à la dame, je lui ai dit « Quand Platon, il se met à se suicider. » De quelle République on parle? Est-ce que c'est une république où un chef d'état-major il vient nous vendre des discours politiques chaque semaine à la télévision? Oui, le chef d'état-major convoque le corps. Est-ce que c'est une république lorsque des généraux sont milliardaires en dollars Absolument. et qu'ils ne le cachent même plus? Donc c'est pour ça qu'on parle de ça. Il ne faut pas évacuer l'histoire, parce qu'on n'est pas dans l'histoire, on est dans le présent. Ceux qui étaient dans l'opérationnel dans les années 90 sont au pouvoir aujourd'hui. Et les prisonniers politiques qui étaient en 90-91 en prison, ils sont encore en prison. On a des gens qui ont 27-28 ans de prison, encore en prison, des gens interdits de faire de la politique, des gens interdits d'avoir un passeport et des gens interdits de rentrer chez eux. Donc on ne vient pas me dire, non, il faut oublier, il faut évacuer l'histoire. Non, je ne suis pas là. Pour eux, ça c'est l'histoire, mais en même temps, on ne peut pas avancer sans avoir ces éléments de l'histoire, surtout que ces éléments de l'histoire, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Chingriha était dans l'opérationnel. Monsieur comment il s'appelle, Général Mdjahed, qui était récemment à la présidence, était dans l'opérationnel. Il était à Chelchel, il était même commandant des forces terrestres. Donc, et ces gens-là nous disent le Jumhuriya al-Jadida. Donc, ils ont sauvé la République en 92, et là, ils nous vendent l'histoire de la nouvelle République. Non. Si on parle des militaires, c'est la situation. On aurait aimé parler d'autre chose. Absolument. Alors, cette dame est ministre de la Solidarité. La loi lui fait obligation de prendre tous les bulletins parce que le caractère du vote secret doit être préservé. Est-ce que vous savez que cette dame a été accusée en 2019 et elle n'a pas pu le nier
de plagiat et d'avoir falsifié son diplôme universitaire. Eh ben voilà. Elle est encore ministre, elle était ministre de l'époque de Bouteflika. Et elle n'est pas capable de respecter la loi électorale de son propre... C'est une offre de service, parce qu'ils savent qu'après cette constitution, il y aura... Parce qu'il y aura un remaniement. Et l'autre qui nous dit, nous avons eu un président halal... Alors, le halal ou le haram. Premièrement, moi, je n'ai pas besoin d'une autorité électorale. Quand j'ai besoin d'écouter un presse, je sais à qui m'adresser. En politique, mais lui, il a le tampon. Alors que lui, il était ministre de la Justice, il a validé des élections, des faux PV d'élections locaux et nationaux. Il a validé le 12-12. Absolument. Donc, il était là, 12-12. Il était président de l'autorité. En tant que ministre, pardon, tu as raison, il était président de l'autorité. Donc, Mehdi, il est très mal placé. Donc ça, c'est une démagogie. Monsieur Benchenour, je tiens à vous rassurer. Et à rassurer même nos compatriotes qui sont d'obédience de gauche ou laïque. Le peuple algérien, dans sa majorité, même s'il reste très attaché à sa religion, il ne fait pas l'amalgame entre la démagogie autour de la religion et la réelle politique. Mais il ne suffit pas de dire l'ihya ou l'alama al-sujud باش تجي تبيع لهم n'importe quoi. Ils ont compris, on est passé par une guerre civile, 250 000 morts, une misère, khlas. C'est vrai que les gens vivent leur religion, ils ont le droit de la vivre. Par contre, en politique, ils font très bien la différence. Alors, et le boycott? Le boycott, je rejoins ce qu'a dit mon ami Edir, c'est un rejet. C'est un rejet total. Le peuple, même dans les wilayas... Dans votre bouche, le rejet est au niveau... à un niveau supérieur à celui du boycott. On n'a jamais vu. D'accord. C'est spectaculaire. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé le régime à déclarer 23% au lieu de 35 ou 40%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. Les wilayas de l'intérieur qui avaient l'habitude de voter, elles n'ont pas voté. Oui. Donc, le Hirak est passé par là. Il y a une révolution politique qui s'est passée dans la tête des gens. Et puis, le Hirak est passé dans les casernes de l'armée. Et là, c'est dangereux. Je rejoins Idir quand il dit que les politiques doivent être maintenant à la hauteur. Parce que si en 2019, on risquait une division de la société algérienne entre arabes et berbères, là, on risque une division de l'armée. Et là, c'est un message très dangereux renvoyé à ce commandement. Il faut que tous les politiques de l'opposition de tous bords appellent cet commandement militaire à la sagesse et à la raison. On ne veut pas que notre armée soit divisée sur des questions très dangereux et très importante comme la Constitution. Si maintenant Chingriha et ses amis ont perdu la confiance de leur propre bataillon, de leurs propres soldats, c'est parce que leur politique ne mène le pays que vers le chaos. Et cette analyse est faite aussi par la société civile et par la société militaire et sécuritaire. Donc il faut revenir à la raison, le dialogue national inclusif, aller vers une transition politique sérieuse, inclusive aussi, pour sortir de notre pays d'un danger. Si on a une société qui ne croit pas au régime, en plus d'une armée qui ne croit pas à son commandement, tous les scénarios sont obscurs. Alors, est politiquement admissible à l'international, surtout qu'ils vont avoir besoin de crédibilité pour aller au FMI. En 2021. Est-ce qu'il est moralement admissible qu'ils puissent promulguer une constitution qui a été rejeté, rappelons-le, par 76% de la société. Plus de 80%. Plus de 80%. Plus de 84% si on compte les bulletins nuls. La morale n'est pas la vertu du régime algérien. Par contre, il y a une Hirak qui est passée par là. Et le Hirak a fait que le 1er novembre 2019 était la première fois où le peuple algérien a fêté sa fête nationale en grandiose. Vous vous souvenez tous des manifestations du 1er novembre 2019. Et je pense que là, on l'a réédité hier en boycottant ou en rejetant massivement dans la paix, dans la sérénité, dans la non-violence de cette usurpation électorale. Je pense que nos dirigeants, et je parle là aux dirigeants militaires et même sécuritaires, quand je dis dirigeants sécuritaires, c'est les chefs... de la police politique. Voilà, police politique. C'est sécurité intérieure, sécurité de l'armée et sécurité extérieure. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de continuer dans un chemin obscur. C'est un non-sens d'amener l'Algérie contre des décisions politiques de notre État, contre la volonté d'une majorité absolue du peuple algérien et d'une majorité absolue de la troupe militaire. C'est dangereux. Tous les dirigeants politiques et militaires du monde arabe qui ont
qui se sont crus plus intelligents que le peuple. عندكم سوريا شوفوا اليوم شوفوا ليبيا شوفوا اليمن شوفوا حتى l'Égypte. On ne veut pas tomber dans la misère sociale تاع خوتنا المصريين et puis on ne veut pas tomber sous un régime dictatorial comme Sisi. Si vous avez un peu d'amour et un peu de dignité et un peu de nationalisme envers ce pays. Un peu d'intelligence aussi. Parce que pour vous et vos propres pour eux et leurs enfants. Puis les intérêts, puis l'argent qui se sont amassés ces dernières années, ouvrez un dialogue national inclusif, engager le pays dans un processus de transition démocratique, dialoguer avec la société politique et civile qui n'est pas là pour vous tuer ou pour vous emprisonner ou pour vous juger. Et on fera abstraction de nos erreurs toutes et tous pour contenir déjà la colère qui arrive et sauver notre pays. S'ils ne le font pas, ils seront seuls, et là je dirais seuls, responsables. Et avec la crise économique qui déboule, ça va être terrible. Bien sûr. De cette émission, les Algériens se réapproprient leur 1er novembre. Est-ce que vous pensez que les Algériens ont honoré le 1er novembre et qu'ils se le sont réappropriés, ne touche pas à mon 1er novembre? Oui, absolument. C'est un geste politique magnifique. C'est de ne pas sombrer dans la violence et puis de ne pas répondre à la tentation politique qu'a proposé le régime depuis plus de 8 ou 10 semaines, même avec des partis politiques qui le soutiennent. Dans la dignité, dans la paix, dans la non-violence, on dit non. Parce que le régime et ses tenants militaires et sécuritaires ont voulu faire du 1er novembre une occasion de remettre notre dignité, notre souveraineté, puis même notre armée dans les bras de l'OTAN. Le peuple algérien a dit non. Maintenant, s'ils veulent aller au contre-courant, ils seront responsables de ce qui risque d'arriver. Et je pense que la troupe, l'armée, les corps intermédiaires, en votant non, ont clairement dit que le message qui a été envoyé par la société et puis par les politiques de l'opposition a été reçu au sein des casernes 5/5.